Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Entre nous soit dit. Ce soir, nous allons aborder un sujet hautement d'actualité, le drame humanitaire en Ukraine. Depuis le 28 février dernier, l'invasion russe a jeté sur les routes d'Ukraine des centaines de milliers de civils, notamment des femmes et des enfants qui cherchent à fuir les zones de combat et les bombardements. Ils se précipitent vers les frontières du pays, en particulier celle avec la Pologne. Nous avons ici quelqu'un qui a vécu ce drame humain directement sur place, directement avec les réfugiés et qui leur a apporté une aide à la fois salutaire et surtout extrêmement à propos. Bonsoir Fernand. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous de Ça fait plaisir de te recevoir. Merci. On est assez impressionné par ce que tu as fait ces dernières semaines. C'est tout frais, tu viens de rentrer d'Ukraine ? Absolument. Alors, la première chose, je ne suis absolument pas seul dans cette aventure qui a duré pour moi près de 12 jours, puisque j'ai fait partie de cette première équipe qui s'est implantée en fait en Ukraine. Il faut remercier avant tout toute cette équipe qui est partie d'Israël avec un médecin qui s'appelle Amin Zidane, qui est druze, qui est venu spécialement de Osséfia, avec une femme merveilleuse qui est urgentiste, qui est bien évidemment notre infirmière en chef, qui a géré d'une main de maître cette MIRPA, c'est-à-dire cette infirmerie là-bas sur place, avec évidemment Ariel Levy, qui est le patron, le président de Sauveteurs sans frontières, et c'est ensemble que nous avons réussi à implanter le premier et le seul point d'entrée médicale qu'il y a eu pendant près de 7 jours à Medica, le point de passage entre la Pologne et l'Ukraine, il y a maintenant 12 jours. Avant d'en arriver à cette histoire à la fois humaine et à la fois tragique, j'imagine que tu as dû être témoin de choses très particulières que tu vas nous décrire. Oui. Comment toi, tu en es venu à l'aide humanitaire ? Quel est ton background sur ce sujet-là ? Alors, l'aide humanitaire, c'est avant tout d'aimer les autres. Et je crois qu'il est important, lorsqu'on veut avoir une carrière sociale ou une carrière politique, c'est avant tout de travailler pour l'autre et de prouver qu'on travaille pour l'autre. Ce n'est pas seulement de faire des promesses, on dirait seulement je vais faire un don et tout va bien. Il faut aussi s'impliquer. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit dans notre société des gens qui font beaucoup de copier-coller sur Facebook et beaucoup de copier-coller dans les réseaux sociaux et qui en fait aimeraient bien s'impliquer mais s'impliquent pas encore suffisamment. Donc, il y a quelques années, il y a plus de 15 ans, je me suis rapproché de 2 associations. La première, c'est l'association de défense des droits de l'enfance en fait en Israël, une association qui est la première association israélienne qui défend les droits des enfants liés à des problèmes de violence auprès des enfants. Et la seconde association qui nous amène ici ce soir, mais on verra qu'il y a aussi des problématiques de violence aussi parmi les réfugiés, et je les ai vus de près, je vous donnerai aussi quelques exemples. C'est Sauveteurs sans frontières, association dont je fais partie depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et avec laquelle j'ai pu me rendre de par le monde, c'est-à-dire aussi bien en Jordanie, dans le nord de la Jordanie, pour faire partie de l'équipe soignante israélienne qui était allée soigner des enfants syriens qui fuyaient la Syrie à l'époque, pour évidemment aller à ce qu'on appelle l'hurricane, c'est-à-dire le Irma, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, le fameux ouragan. L'ouragan Irma qui a détruit plus de 50% de Saint-Martin, et aussi bien à Haïti, en pleine guerre civile, où il y a 3 ans et demi maintenant, j'ai dû me rendre afin de monter une équipe médicale et préparer le terrain à la venue d'environ une trentaine de médecins et une vingtaine d'infirmières sur place. C'est impressionnant, c'est un background assez impressionnant dans l'humanitaire. Toi-même, tu es franco-israélien. Oui. Tu as les 2 nationalités. Alors, j'ai aujourd'hui toujours mes 2 nationalités israéliennes, mais je me rends dans un pays uniquement avec mon passeport israélien. J'ai fait mon choix de nationalité. Lorsque je vais à l'extérieur d'Israël, je suis israélien. Alors, tu te reconnais dans l'ensemble des missions humanitaires d'État que l'État d'Israël envoie un petit peu partout dans le monde sur des zones de crise, des zones de conflit Oui, alors, on va parler de l'implication de l'État d'Israël un petit peu sur ces zones de crise, ces zones de conflit.
Notre approche est complètement différente car nous, on est une toute petite association. Et petite association, ça veut dire temps de réponse très très court. C'est-à-dire entre le moment où la guerre s'est déclenchée ou le moment où on a packé nos valises et on s'est retrouvé à l'aéroport, il s'est passé 10 heures. Pour une grosse ONG ou pour le PICO d'ARF ou pour le ministère des Affaires étrangères ou pour le l'hôpital Chiba qui veut s'implanter aussi à Médica, puisqu'on était en rapport avec eux pour leur implantation, je peux vous dire qu'au bout de 10 jours, ils ne sont toujours pas là. D'accord ? C'est-à-dire que lorsqu'on est petit, la chance qu'on a, c'est qu'on peut immédiatement, en un temps record, en l'espace de 12 heures, 14 heures, arriver avec une équipe restreinte. Comme je l'ai dit précédemment, je les ai évidemment nommés. Les 4 personnes qui font, elles, qui sont là pour donner des soins médicaux en l'espace de 14 heures. Les ONG en général, et on a vu beaucoup, par exemple, l'Union européenne qui est venue. Comment ça se passe pour ces organismes? En général, ils arrivent, ils font le tour de tous les points d'entrée, de tous les points de frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et après 3 jours, ils décident dans quel point ils vont s'implanter. Donc tout ça, ça fait en général entre 4 jours et 7 jours qui sont malheureusement perdus. Et ce côté première réponse rapide, dans une crise comme la crise ukrainienne, c'est extrêmement important sur le plan humanitaire ? Sur le plan médical également, j'imagine. On a vu arriver pendant les 6 premiers jours environ entre 3 000 et 5 000 réfugiés par jour, avec des vagues soudaines qui pouvaient atteindre 600 réfugiés en l'espace de 30 minutes. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu de réponse médicale et si nous n'avions pas été là à ce moment-là, il y aurait eu par jour entre 100 et 200 personnes sans soins. Alors, on a eu 2 catégories de personnes, de réfugiés dans cette première phase. La première catégorie, c'était évidemment les Ukrainiens, qui en général, plutôt les Ukrainiennes avec leurs enfants, les femmes dont vous parliez dans l'intro, ces femmes qui arrivaient par autobus climatisé, qui descendaient du bus. Et là, on avait grosso modo une médecine qui était une médecine de pédiatrie, une médecine familiale classique pour des familles. Et on a eu aussi une deuxième catégorie qui est devenue en même temps tous ces émigrés qui étaient émigrés en Ukraine, c'est-à-dire des personnes qui venaient du Congo, du Cameroun, du Maroc, qui venaient aussi du Népal, qui venaient d'Inde et qui sont venus elles aussi en tant que réfugiés, mais ces personnes-là n'ont pas eu accès à ces autobus. Ils sont venus à pied pendant 5 jours, à travers des forêts, à travers la neige, à travers des conditions climatiques absolument terribles, entre -1 et -7 degrés Celsius. Donc, lorsque vous avez cette deuxième catégorie de population qui arrive aussi avec des blessures, et pas seulement des blessures de gerçure ou de froid ou des choses comme ça, si on n'avions pas été là, ces personnes n'auraient pas eu de soins pendant quelques jours. Ça aurait pu entraîner des séquelles importantes. Parmi ces étrangers présents en Ukraine, qui subissent en quelque sorte, comme tu le décris, une double peine, celle d'être prise dans la guerre et celle d'être étranger au sein d'un pays qui a su accueillir dans ses universités, dans ses instituts de formation beaucoup d'étrangers et qui, en cas de crise, se retrouvent démunis. Est-ce qu'il y avait un embryon d'organisation par nationalité ou c'était totalement dispersé ? Dans les 5 premiers jours, nous étions la seule tente à Médica. Au bout de 7 jours, 8 jours, 10 jours, il y avait un nombre incalculable de tentes et d'ONG, Dieu merci, qui sont arrivées. D'accord ? Je crois qu'il est important de comprendre, c'est que l'origine de Sauveteurs sans frontières, ça a été en 2004, en Judée-Samarie. Et l'idée de Ariel Lévis, c'était de dire, nous qui avons ce savoir-faire au niveau médical, puisque lui-même est Chovesh Bachir, c'est-à-dire qu'il peut soigner en état de crise et en état d'urgence, il serait bon qu'on puisse transférer ce savoir et ce savoir-faire dans tous les pays du monde. Et ainsi, il a pu arriver dans 14 autres pays, en fait, de par le monde. Maintenant, pour revenir au point médical, au point de frontière, qui est le point d'aujourd'hui, on a été pendant près de 5 jours le seul point d'entrée médical avec le seul médecin, la seule infirmière
Et pendant la journée et le soir, dans la nuit, puisqu'il y avait une seconde équipe, nous avions 2 médecins qui sont 2 médecins américains qui étaient là en permanence et qui ont fait les 7 premières nuits. C'est assez important parce que quand la guerre a commencé le 28 février, elle n'a pas pris de surprise tout le monde, mais Oui. quand même, quel a été à ce moment-là le degré de préparation des autorités ukrainiennes ? Alors, en Ukraine, moi, je m'y suis rendu qu'après le 3e jour. Je peux dire que, en dehors de la police des frontières, il n'y avait strictement rien de près le 1er et le 2e jour. À partir du 2e jour, il y a eu la mise en place dans les écoles de Pologne de la ville la plus proche, des dortoirs avec 400 lits, 500 lits, 600 lits, 700 lits. Et au bout du 2e jour, il y a eu un balai d'autobus qui faisait sortir tout simplement ces réfugiés de l'endroit de la frontière vers les grandes villes avoisinantes. Ceci étant dit, nous avions nous-mêmes organisé des transports vers Paris, vers l'Allemagne et vers même la Suède. Aucun réfugié ne voulait s'expatrier et tous voulaient rester dans un périmètre très proche de quelques kilomètres maximum à côté de la frontière. C'est ce qui explique que la Pologne a reçu l'immense majorité pour l'instant des réfugiés. Voilà, parce que tous ont l'idée de revenir quand ça sera fini dans 15 jours. D'accord, alors tu penses que c'est l'état d'esprit un petit peu sur place ? Parmi les gens qui fuient et qui sont à ce point de passage frontière, qui recherchent une aide médicale, c'est vraiment que dans les prochaines semaines, il va y avoir une solution, quelle qu'elle soit, à ce conflit ? Moi, je ne suis pas devin. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, leur intégration dans les centres d'intégration autour se passe relativement bien. Personne d'entre eux, très peu d'entre eux veulent quitter cette zone. En dehors, évidemment, des Ukrainiens qui veulent monter en Israël, mais je pense que ça sera peut-être l'objet d'une autre question dans ce débat. La grande majorité, leur maison est en Ukraine, ils veulent d'ores et déjà revenir chez eux. C'est tout à fait légitime. Par rapport à l'implication du gouvernement ukrainien, je dis, à part la police, en termes de début, il n'y a pas eu forcément de réponse médicale. On a vu, au cours de cette crise, une accentuation des bombardements, une accentuation des combats. Est-ce que tu as pu constater que le flux changeait en termes de blessures, en termes de pathologies, en termes de choses comme ça, au cours de la longue période pendant laquelle tu as été là-bas ? Alors, nous, on était dans un checkpoint qui était un checkpoint où on n'a reçu aucun blessé grave, aucun blessé de guerre, zéro. Il y avait d'autres points de passage de frontières où là, ils ont reçu des ambulances. Mais chez nous, on n'a pas été confrontés à ce type de blessure. On a eu 3 cas d'arrêt cardiaque, d'accord, dont un était filmé en direct par Sarah, par CNN, en direct d'arrêt cardiaque avec un massage cardiaque. Et les 3 personnes, on a pu les ramener à la vie. Je crois que uniquement pour ces 3 personnes-là, on est tous contents au sein de SSF d'avoir été présent. J'imagine, ça a dû être assez impressionnant, avec en plus une organisation de campagne, on va dire, sur place. Un micro hôpital de campagne, mais vraiment micro. Vous avez reçu sur place une aide des autorités polonaises ou des autorités ukrainiennes ? Alors, concernant l'aide, on peut parler de solidarité. On peut parler d'une vraie solidarité qui n'est pas seulement des autorités en fait, polonaises, qui est en fait solidarité de tout le monde, des associations qui sont venues tous les jours nous apporter des médicaments, des individuels qui ont fait des dizaines et dizaines de kilomètres avec leurs coffres remplis de seringues, de pansements, pour certains d'antibiotiques. Et tous les jours, on a reçu peut-être 150 kilos à 200 kilos de matériel médical. Et on a vu une certaine solidarité très très forte avec des gens qui venaient d'Allemagne, de Hollande, de Suède, de Norvège. Et c'était très 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 émouvant. Je peux vous dire un truc, c'est que tous les jours, nous avons reçu au sein de notre équipe des appels, bien évidemment, de la rabbinite de Lvov, de Lviv, d'accord, qui nous disait, écoutez, on a un problème ici à Lviv de médicaments, on a un problème à Odessa, on a un autre problème à Ouman, et on recevait tous les jours une liste de médicaments à faire passer, des médicaments qui manquaient, des garrots
d'accord, puisqu'on est en la Tagadel. base, hein. Voilà, le garrot tourniquet, cette fameuse invention israélienne qui permet justement de parer au plus pressé lorsqu'il y a des épanchements, un petit peu de sang, etc. Et donc l'idée, c'était quoi? C'était de leur faire parvenir ce matériel. Donc après le deuxième jour, on s'est dit, il faut quand même qu'on passe la frontière depuis la Pologne vers l'Ukraine avec au moins 150 kilos de matériel. Donc je me suis porté volontaire et je suis allé jusqu'à Lviv. Et c'était très simple, sachant qu'on ne pouvait pas passer nous-mêmes avec une voiture polonaise parce que dès l'instant où vous passez la frontière, vous n'êtes pas assuré. Donc on ne pouvait passer qu'avec l'aide de camions qui ont ces assurances un peu particulières. Donc j'ai vu 3 camions qui amenaient des médicaments et de la nourriture pour chiens et pour chats. Leur ai demandé des Allemandes qui arrivaient de Berlin, qui avaient fait 13 heures de route pour apporter vraiment de la nourriture. Et on a chargé 150 kilos. Et le troisième jour, j'ai amené donc 150 kilos de médicaments et 2 viandes cachères aussi à la rabbinite Esther de Lviv. Ça m'amène à une prochaine question. Tu as pu rencontrer parmi les réfugiés et également peut-être parmi la population locale de cette région-là des représentants de la communauté juive, des juifs ukrainiens qui soit étaient désireux de quitter leur pays, soit tout simplement étaient là comme tous les autres Ukrainiens? Alors on a rencontré plein de juifs. On a rencontré d'abord... avant d'arriver à ces Ukrainiens juifs qui ont fui, ou même des passeports israéliens qui étaient retournés en fait en Ukraine, avant d'arriver à cela, le truc qui m'a le plus marqué, et c'est pas la visite des grands rabbins, puisqu'on a eu la visite du grand rabbin de Pologne et du grand rabbin d'Ukraine. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir un soldat estonien, juif, et qui est venu habillé en soldat et qui me dit « Demain matin, je vais m'engager dans la légion ukrainienne. Je ne sais pas si je vais revenir. » Il parlait un hébreu parfait. Et de façon émouvante, il nous dit « Est-ce que vous pouvez me donner des médicaments ?» Bien sûr, on a rempli son sac de médicaments. Et à un moment donné, il m'a dit « Est-ce que vous pouvez me bénir ?» Je m'appelle Cohen, donc j'ai fait une bénédiction des Kohanim sur ce soldat. Un moment éprouvant, merveilleux, et j'espère juste une chose, c'est qu'on le reverra bientôt parmi nous. On espère tous. On parle beaucoup également d'Israéliens, d'étudiants en médecine. On sait que les universités ukrainiennes sont souvent un refuge pour les étudiants israéliens qui n'arrivent pas forcément à faire leurs études de médecine en Israël. Bien sûr. Est-ce que vous avez été rejoint sur place par des volontaires, locaux ou autres, où toute l'équipe était venue d'Israël directement Alors, avant, je vais finir la première partie de la question de tout à l'heure, qui est les Juifs ukrainiens qui ont passé la frontière. Ensuite, je viendrai par rapport à l'élaboration d'une équipe et comment ça s'est passé durant ces 12 premiers jours. On a eu aussi beaucoup de Juifs ukrainiens qui nous ont demandé tout simplement de les sauver parce qu'ils n'arrivaient plus, ils étaient dans des zones de combat encerclées et on ne pouvait pas les sortir. Donc on a pris contact, enfin j'ai pris contact surtout avec l'équipe de Misrad Achutz, c'est-à-dire des affaires étrangères israéliens, et on a trouvé quasiment à chaque fois un moyen de les faire sortir de leurs enclaves. Jusqu'à maintenant, mon téléphone sonne pour trouver des solutions à des gens qui sont encore enfermés à l'intérieur. Donc on trouvait des solutions pour les faire revenir ici. Oui, ça faisait partie de nos attributions de faire entrer des Juifs à la maison. C'est quelque chose d'assez extraordinaire que tout ça se soit mis en place dans un délai relativement court. C'est ça. Tu as décrit avec quelle rapidité c'est les petites associations qui sont venues avant les grosses logistiques d'État et tout ça. C'est ça. Ça amène à une question. Est-ce que tu as eu des échos de comment ça se passait sur les autres points de passage? Je pense notamment aux points de passage qui drainent énormément de juifs d'Odessa, ceux avec la Moldavie. Est-ce que vous aviez des communications avec les autres équipes sur les autres? Pas du tout. On commençait notre travail à 6 heures. Enfin, l'équipe de jour commençait son travail à 6 heures du matin. On finissait notre travail à minuit. L'équipe de nuit commençait à minuit et nous lâchait à 6-7 heures du matin. D'accord? Donc, je vais vous dire un truc. Ce qui se passait dans les autres points de passage, je ne savais pas.
L'essentiel, c'était de gérer ce qu'on avait. Et là, je profite pour répondre à la question qui était restée en suspens, à savoir, est-ce qu'il y a eu des volontaires? Alors oui, il y a eu plein de volontaires. D'abord, il y a eu sur place des gens qui étaient des traducteurs, des gens qui traduisaient, et on a eu des jeunes filles qui venaient et qui traduisaient pour les médecins, pour nos médecins, pour nos infirmières, parce qu'on avait des langues qui étaient le russe, qui était l'ukrainien, qui était le polonais, qui était autre que l'anglais, des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais. Donc il fallait quelqu'un qui forcément traduise. Et donc on a eu en permanence, du matin, quasiment jusqu'au lendemain matin, des volontaires qui venaient traduire pour les médecins. Ça a été quelque chose de fantastique. Ensuite, sur place, on a eu évidemment des gens qui sont arrivés, qui étaient médecins, qui étaient infirmiers, et ils ont intégré nos équipes immédiatement, quasiment immédiatement. Et ça, il y a une solidarité absolument médicale qui a été exceptionnelle. C'est impressionnant en termes de description. Tu as cité tout au début un médecin druze d'Ousfia, oui. qui est, pour ceux qui connaissent, dans le nord d'Israël, à côté de Haïfa, oui. un îlot de coexistence pacifique. Oui. Est-ce que votre équipe, j'imagine que c'est le cas, représentait un petit peu la diversité de la société israélienne? Exactement, oui, il n'y a absolument aucun doute. On avait dans notre équipe un juif harédiste avec une kippa noire et des tzitzit, etc. On avait un druze, on avait une infirmière qui était chilonite, c'est-à-dire qui était laïque, d'accord. On a eu une infirmière qui était, elle, religieuse, et je crois qu'on a eu quasiment tous, et dans des opérations antérieures, on a eu aussi des médecins qui étaient musulmans, Sauveteurs sans frontières. Et vraiment, la caractérisation, c'est comme une Jeep de Magave. Dans une Jeep de Magave, on a souvent un bédouin qui est musulman, on a très souvent un juif, on a très souvent aussi un de Tcherkessie qui est ici. Et tout ce monde travaille ensemble pour la sécurité, la sauvegarde de l'État d'Israël. Oui, on se sentait en Israël avec toute sa caractéristique propre de notre État. C'est fou parce que quand on voit un petit peu cette exportation de la culture de l'urgence israélienne dans ce qu'elle a de plus sacré en Israël, on voit que c'est une véritable école du risque, une école de l'humanitaire. Comment les Ukrainiens ont reçu cet effort-là? Est-ce qu'il y avait on parle beaucoup des préjugés antisémites de certains Ukrainiens ou autres. Comment vous avez été accueillis? Au-delà du fait d'être des humanitaires qui apportaient une aide, comment en tant que juif et en tant qu'israélien, ou en tant que représentant de l'État juif par défaut, vous avez été accueillis par la population? Alors, est-ce que vous parlez de la population qui est arrivée dans le centre? La population qui est arrivée. Je veux dire, chaque médecin, chaque personnel de santé est un sauveur. Hein. Il faut être très très clair. D'accord, il n'y a pas d'autre mot. Et lorsque j'ai pu même aller de l'autre côté de la frontière, justement pour amener ce matériel et pour revenir après avec, je veux dire, les forces de police ukrainiennes ont respecté le passeport israélien immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'ils ont vu que j'avais un passeport israélien, c'est tout de suite le checkpoint. D'accord. Je ne suis pas sûr que c'était le cas avec d'autres passeports. Donc on sent vraiment, c'est ce que semblait dire une partie de la population ukrainienne, c'est que vraiment il y a une demande de l'aide israélienne. On l'a vu sur le plan diplomatique, on l'a vu même sur le plan militaire. Bon, elle n'a pas forcément reçu une réponse à sa demande, mais sur le plan humanitaire, tu dis qu'il y a vraiment eu un accueil de la part des populations et de la part des locaux sur place à cette fameuse frontière c'est une zone qu'on appelle la Galicie en termes géographiques. C'est une zone qui, pour un historien comme moi, est décrite comme à l'origine l'endroit le plus antisémite d'Europe. C'est quelque chose qui est resté ancré dans les stigmates de la mentalité israélienne. De la part des locaux, vous avez ressenti ce même respect, cette même... Sur les murs de notre tente, il y avait un drapeau israélien. Donc il n'y a pas de doute possible. Voilà. Et c'était la question et la réponse était là. Je veux dire, tout le monde, chaque personne qui venait vers nous savait qu'en rentrant dans notre tente, il rentrait en Israël. C'est impressionnant qu'en si peu de jours, vous ayez réussi à créer
Toi, actuellement, là, tu es venu en Israël pour un repos bien mérité après une éprouvante campagne. J'ai envie de te dire, il y a l'association a toujours son point là-bas et elle continue à être actif. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que la première équipe est rentrée à la maison, puisque c'est l'équipe de mise en place, c'est l'équipe c'est une équipe de choc. La seconde équipe, qui est une équipe de maintien, est arrivée. On a doublé maintenant la surface d'hospitalisation. Il y a des lits, il y a même un kindergarten un jardin d'enfants qui a été créé justement pour ces familles. Et maintenant, on a une dimension qui est encore un peu plus grande, on a maintenant une grande tente énorme qui doit faire quasiment 100 mètres carrés et une seconde qui fait 20 mètres carrés. Donc tout ça, c'est pour dire que les équipes se sont grandies maintenant, puisqu'aujourd'hui, on doit avoir pendant la journée une dizaine de volontaires. Pendant la nuit, on a maintenant 6 volontaires. Donc maintenant, on est en situation beaucoup plus établie, on est en régime établi, ce qu'on appelle en physique un régime établi. Un régime de croisière, c'est ça, on va dire établi. Ça. Mais en même temps, j'imagine que vous allez devoir faire face maintenant avec, on va dire, la poussée de l'offensive russe. Et on voit une certaine sauvagerie qui s'est déchaînée. La guerre a commencé de manière... Toute guerre est horrible, mais on a vu vraiment une montée en puissance des bombardements sur les civils. On voit ces derniers jours, vraiment, là récemment, une augmentation des attaques contre des hôpitaux, un non-respect de certaines normes internationales dans le cadre du droit de la guerre. Est-ce que vous anticipez avec appréhension ces nouvelles pathologies qui vont arriver, ces blessures de guerre que vous n'aviez pas forcément au départ? Alors, je vais répondre à 2 niveaux. Mon rôle ici, c'est pas de rentrer dans savoir ce qui va se passer au niveau du conflit ou pas du conflit. Est-ce que moi-même, persona, est-ce que je vais me situer du côté de l'Ukraine ou je vais me situer du côté de la Russie? La réponse est non. Je rentre pas dans le jeu. Moi, je suis rentré là-bas pour sauver des gens et de problèmes de santé qui sont flagrants, qui sont patents, qui sont immédiats, qui peuvent être de la bobologie jusqu'à des fractures et jusqu'à des arrêts cardiaques. Oui, on est allé là-bas pour ça. Oui, on est aussi allé pour sauver des juifs. Et parce qu'il faut le dire de façon très très claire. Même si ce n'est pas le souhait premier de Sauveteurs sans frontières, puisque, comme je l'ai dit, c'est une association qui est humanitaire, et totalement, elle ne fait pas la différence entre les juifs et les non-juifs. Pas question de faire de différence, surtout en Galicie, d'accord? Ça serait malvenu de notre part, et c'est bien que vous le rappeliez. Je dis aussi la chose suivante, c'est que moi, je suis allé là-bas aussi pour sauver des juifs. Et aujourd'hui, il faut être clair. Je ne sais pas dans quelle mesure les combats vont être plus terribles demain ou après-demain. L'essentiel, c'est qu'on puisse continuer à soigner les gens. On est prêt, on a tout le matériel qu'il faut, on a des antibiotiques par voie intraveineuse, on a passé environ 800 ou 900, voire 1000 garrots tous les jours. On a tout ce qu'il faut pour répondre au point médical où nous sommes, à une médecine d'urgence immédiate. Ça amène à une question difficile, mais il faut la poser. Les combats évoluent, les cartes changent. Est-ce que vous continueriez votre effort humanitaire et médical si cette région frontière venait à passer entre les mains des forces russes ? Moi, je me suis rendu en Jordanie. Je me suis rendu dans des camps de réfugiés où, je vous assure, ils étaient tous très, très, très antisémites et très, très, très anti-israéliens. Puisque, vraiment, avec l'association Sauveteurs sans frontières, on fait de l'humanitaire. On ne fait pas de politique. Si vous voulez m'interviewer au niveau politique, ça sera... C'est pas le sens de ma question. Pardon. Le sens de ma question, c'est s'il y avait un changement de domination politique qui amène des risques pour l'équipe, est-ce que vous continueriez à rester sur place ? Alors, je pense qu'il y aurait certains de l'équipe qui rentreraient à la maison, c'est une évidence, on ne peut pas non plus les obliger à rester et à risquer leur vie, et certains qui resteraient, ou peut-être moi-même, je serais amené à retourner là-bas. La réponse est oui. D'accord. C'est impressionnant de dévouement, et c'est une part du tikkun olam qui incombe à tout juif sur cette terre. Comment on peut vous aider ? Alors, la seule façon de nous aider, c'est de nous faire des dons.
c'est nous faire des dons. L'association qui s'appelle Sauveteurs sans frontières, vous pouvez nous trouver facilement sur Google, Sauveteurs sans frontières. Un don de 5 euros, 10 euros, 20 euros, un don de 10 shekels, 5 shekels, 50 shekels. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Et est-ce que vous pensez que les Israéliens, ou est-ce que, je vais poser deux questions différentes. Est-ce que vous pensez, c'est une question très personnelle, que les Israéliens sont au niveau de l'enjeu humanitaire qui leur tombe dessus, alors que pour une fois c'est un théâtre d'opération qui n'est pas proche d'eux, on est habitué, on est un pays habitué à la guerre. Pour une fois, la guerre, c'est quelque chose qu'on regarde chez les autres. Et paradoxalement, on la voit en Europe, là où on l'a soupçonné le moins depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous pensez que les Israéliens sont à la hauteur de cet enjeu-là ? Ah oui, oui, aucun doute. Je veux dire, en 2010, nous, en tant que Sauveteurs sans frontières, on est arrivé à Haïti. Picot d'Aoref est arrivé une semaine après. À Mexico, pareil. En Grèce, pareil. La réponse est oui, quel que soit le théâtre d'opération, que ça soit pour nous ou que ça soit pour la structure de l'État d'Israël, militaire ou diplomatique. Oui, Israël est à la hauteur, sans aucun doute. C'est quelque chose qui travaille la population israélienne pour des raisons évidentes de population. On a en Israël près d'1,5 million de citoyens de l'ex-Union soviétique. L'Ukraine, à l'époque, était la région qui comptait le plus de juifs dans toute l'Union soviétique. Le sentiment de l'Israélien d'origine russe et d'origine ukrainienne qui revient au pays. Vous en avez croisé, vous avez croisé des Ukrainiens qui avaient les passeports. Oui. Est-ce que c'est que Israël fait assez ou est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus ? Israël reste toujours le refuge du peuple juif. Voilà, c'est la seule réponse possible, c'est que même si on est monté en Israël, même si on est descendu d'Israël, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à l'étranger ou en Ukraine, dans ce cas précis, tout le monde, chaque juif ukrainien, chaque Ukrainien israélien, puisqu'il était monté par le passé en Israël, sait qu'à tout moment, il peut monter en Israël. Et il peut avoir une maison en Israël. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage. S'il y a un éventuel retour, on sera à vos côtés. Merci à vous. Merci Fernand Cohen-Tenouji. Merci à l'association Sauveteurs sans frontières. Merci à vous pour avoir regardé cette émission spéciale sur la situation en Ukraine et sur les efforts humanitaires des associations israéliennes en Ukraine. Je pense qu'on peut souhaiter le meilleur à cette association et petite dédicace à Galit qui d'habitude assure cette émission.